On est de retour sur le plateau de la REF Santé et on va attaquer tout de suite avec le premier débat, la première table ronde qui pose la question de savoir la santé, est-ce que c'est l'affaire de tous ou pas? Et j'appelle sur scène à me rejoindre Jean-Paul Ségade, le président du Cercle de recherche et d'analyse de protection sociale, le CRAPS, Florence Lutzmann, la présidente de France Assureur, Gérard Raymond, le président de France Asso Santé, et nous avons en distanciel avec nous Raymond Lemoigne, le directeur général des Hospices Civils de Lyon. Allez, asseyez-vous. Bonjour tous les trois, tous les quatre, avec Raymond Lemoigne qui est en distanciel. On va commencer avec Jean-Paul Ségade. Vous avez sorti un livre blanc sur le Danemark qui est remarquablement bien fait et qui montre ce que le système français pourrait être si c'était le système danois. Et on se rend bien compte qu'au Danemark, ce système, c'est justement l'affaire de tous. Est-ce que vous pouvez, en 2-3 minutes, nous expliquer un petit peu les avantages de ce système danois et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme enseignement pour la France? Merci d'abord pour votre compliment, c'est gentil pour le travail qui a été fait. On ne cherche pas de transposer un modèle, hein. Les Danois sont des Danois, mais on s'est posé la question, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Je pense qu'il est nécessaire, le président l'a dit tout à l'heure, d'avoir une vision européenne et de tirer des leçons. Alors, première réflexion qu'on peut avoir sur l'analyse du Danemark, c'est que les Danemark ont à la fois fait une politique de réorganisation du système de santé en partant d'une démarche populationnelle, c'est-à-dire en partant de la base, du terrain. En France, et tout à l'heure vous l'avez dit, on fait des grandes conférences. Et le président de la FHP l'a dit, on fait des grandes conférences. Quand on a fait les grandes conférences, on fait des grands rapports. Et après on fait des grands rapports, le roi arrive, ça n'a pas changé depuis le 14, annonce dans un grand congrès qu'il a résolu tous les problèmes. Toute la presse dit on a résolu les problèmes, rien ne se passe, tout reste comme avant, et on attend le deuxième rapport. Je sais d'autant plus que quand j'étais jeune, j'ai commencé ces rapports en participant à la commission dite de Mulder, qui était à l'origine des ordonnances Juppé. Donc vous voyez, on était dans cette logique-là. Au Danemark, on est parti du terrain, première étape. Et on est parti du terrain avec les collectivités territoriales. Deuxième aspect qui est évident et qu'on oublie, au Danemark, ils ont pris comme principe, ceux qui votent les dépenses votent les recettes. Alors, tout à l'heure, on parlait d'équilibre budgétaire. En France, on a tendance à voter les dépenses, on ne s'occupe pas des recettes. Alors, on l'a très bien vu dans le système hospitalier. Et il ne faut pas avoir peur d'équilibre budgétaire. La troisième, c'est qu'ils ont introduit le progrès technique comme élément de réorganisation du système de santé. Ce qu'on ne fait pas en France. Par exemple, pour moi, le vrai débat, c'est pas faire une loi. Je ne sais pas ce qu'en pense le président de la FHP. Le grand débat, c'est de réformer la nomenclature des actes médicaux. Ça fait des années que le progrès technique a complètement modifié la production des actes médicaux. On continue à tarifer des actes à l'acte, à l'acte, à l'acte, à l'acte. On ne prend pas suffisamment le soin, la prise en charge, le temps, etc. Le plus dur pour le prochain ministre, c'est la révision des actes médicaux. Ce n'est pas de parler de la modification X ou Y, ou de parler des frontières des métiers entre eux. Pourquoi, encore en France, ce sont les médecins qui font des actes, alors qu'en Allemagne... Ça avance, parce que là, on voit avec les pratiques avancées, notamment des infirmières, ça avance. Il y a quand même une évolution. Oui. Petite, mais une évolution. C'est un début. Mais on a tellement pris de retard, qu'il faudrait non pas une évolution, mais une révolution. Aller assez vite. Et il faut, tout à l'heure vous l'avez dit, je reprends votre idée, il faut voir qu'il y ait une confiance. Il ne faut pas opposer les médecins et les soignants. Il faut qu'ils travaillent dans une logique de confiance. Le quatrième point qu'ils ont développé, c'est la décentralisation. C'est un petit pays, 1/10 de la population française. Ils ont fait le pari de la décentralisation. Nous, on est un pays 10 fois plus nombreux et on a fait le pari de la centralisation. C'est-à-dire que tout remonte. La caricature étant qu'un directeur général de l'ARS reconnaissait qu'il recevait en moyenne par an 340 circulaires ou 300 textes. Comment voulez-vous gouverner la France avec 340 textes? Alors, l'avantage, c'est qu'on ne fait rien ne bouge. Et donc, l'exemple du Danemark est un bon exemple parce que ce n'est pas un problème économique, le Danemark. Il consacre autant de dépenses de santé que nous. Ils ont des bons niveaux de santé. Ils ont les mêmes malades. Ils ont les mêmes malades. Ils ont le même niveau de vie. Enfin, je veux dire, quand vous allez au Danemark, on n'a pas l'impression de changer totalement de logique. Et ils ont réussi cette performance. Et nous, ce qu'on préconisait au CRAP, c'est de se dire... Et si on expérimentait le Danemark? Et c'est un peu l'objet du livre. C'est de dire... alors là, je lance la parole aux régions
de dire si un président du conseil régional est d'accord pour tester la réforme du Danemark en France. Ça, on y reviendra dans votre deuxième intervention. Je vais passer la parole à Raymond Lemoigne, qui est en distanciel. Est-ce que, Raymond, vous êtes là ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Jean-Paul Segade parlait justement de la nécessaire décentralisation et que la santé était une affaire de territoire aussi. Je pense que depuis Lyon, vous allez être tout à fait d'accord. Oui, alors je vais peut-être répondre sur la question des territoires dans ma deuxième intervention, mais je peux effectivement rappeler que la santé, c'est pas uniquement Paris, c'est pas uniquement une démarche verticale. Pour essayer de rebondir sur l'interpellation qui est celle de notre séminaire, c'est-à-dire de notre table ronde, c'est-à-dire la santé est-elle l'affaire de tous? La crise, elle a interrogé la puissance publique et on sait l'État a été sévèrement interrogé dans la gestion de la crise. On peut dire que l'État a été obligé d'adopter de nouvelles façons de faire, mais la crise a été aussi l'affaire de tous. Ce qu'il faudra que l'on travaille collectivement, c'est que la crise a révélé qu'il n'y a pas uniquement l'État qui a réagi, il y a les entreprises, il y a nos concitoyens, il y a plein de formes d'organisations qui ont été mobilisées. Et en soi, c'est une façon de dire que si la santé, ça doit être l'affaire de tous, c'est parce que la crise a été aussi l'affaire de tous. En fait, le propos qui pourrait être le nôtre est de rappeler que, classiquement, dans notre pays, on estime que le ministère de la Santé, c'est le ministère des établissements de santé, le ministère des professionnels de santé, ou le ministère des spécialistes de la santé. Cela est normal parce que c'est une population importante dans notre société et qu'elle contribue à la cohésion de notre société. Et en fait, ce que l'on voudrait démontrer, et je pense qu'il faut que l'on un moment là-dessus, c'est que la santé, c'est certes des organisations de soins, Lamine Garbi l'a rappelé tout à l'heure, c'est des parcours de prise en charge, ce sont des professionnels de santé, mais ce n'est pas que ça. La santé, ce sont des normes, ce sont des référentiels, ce sont des nomenclatures, Jean-Paul Segade l'a rappelé, mais ce n'est pas que ça. La santé, ce sont des financements, ce sont des revenus, c'est important parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse garantir à un système de fonctionner. Et en fait, ce que l'on est en train de découvrir ou de se rappeler, ou de mettre en avant, y compris avec l'intitulé de notre nouveau ministère, c'est qu'on a besoin de nouveaux modes d'intervention. La prévention, à coup sûr, on va y revenir. Lorsqu'on dit on va travailler sur une grande loi sur l'autonomie de la personne âgée en situation ou en risque de bascule dans l'indépendance, c'est pas autre chose que de souligner une nouvelle façon d'intervenir pour l'État. Lorsque on essaie de travailler sur la prévention des comportements à risque, c'est aussi une façon de parler de l'État, ou tout à l'heure, lorsque Gérard Raymond va nous rappeler que la prise en compte de l'expérience des patients ou de la préférence des patients, c'est aussi une nouvelle façon d'intervenir et donc de souligner que la santé, ce n'est pas que des règles de financement, ce n'est pas que des règles d'autorisation d'exercice des professionnels de santé, ce n'est pas que la gestion très douce d'une nomenclature, c'est aussi travailler sur de nouvelles façons d'intervenir, sur de la prévention populationnelle, de la prévention très spécialisée, sur des comportements à risque. Et ça, vous pensez que depuis Lyon, c'est une réflexion qui pointe et qui va se mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on va vers ce type de pratique de collaboration multiple? Alors, en fait, la question c'est comment peut d'ailleurs qu'on est d'accord sur l'idée que la santé, on ne peut pas compter qu'une politique de santé, c'est uniquement du financement, des règles d'autorisation d'exercice, des parcours. On fait ce pari-là. Et pour aller totalement dans le sens de Lamine Garbi, on se rappelle aussi que l'innovation, que la santé, c'est aussi de l'innovation. C'est-à-dire qu'on a le droit de considérer que peut-être le meilleur levier pour répondre aux besoins de santé de demain, c'est d'investir sur de l'innovation technologique, de l'innovation organisationnelle, de l'innovation managériale, de l'innovation numérique, et que peut-être la meilleure façon d'armer un grand ministère de la santé, c'est de lui donner la possibilité d'être un acteur de l'innovation, d'être un acteur y compris de la reconquête de la souveraineté industrielle sur la possibilité de produire des médicaments, des dispositifs médicaux sur le territoire français ou sur le territoire européen. Alors, donc mon propos consiste à dire ici, c'est voilà, quand la santé, c'est un ensemble très complexe, c'est des politiques publiques qui sont parfois très classiques et qui en fait, il y a d'autres façons d'aller attraper la santé. Et
À partir du moment où on est d'accord pour procéder ainsi, eh bien, comment on peut travailler sur des logiques de territoire? Parce que peut-être que le territoire est une belle façon d'aller attraper la prévention, la promotion, la gestion des risques, la capacité à aller attraper les populations à risque, ou même travailler sur de l'innovation. Très bien, merci Raymond Lemoigne. Je passe la parole à Florence Lutzmann. Bonjour madame. Je pense que vous êtes d'accord, vous appelez à jouer beaucoup plus collectif en matière de santé, et c'est ce que vous me disiez, le Covid vous a enseigné aussi, de jouer plus collectif. Comment on peut faire? Absolument. Alors d'abord, nous, la crise Covid nous a énormément mobilisés. Elle a mis en évidence des faiblesses, des difficultés du système de santé, mais qui sont d'abord les difficultés de nos concitoyens. Et tout à l'heure, quand on disait la santé, c'est l'affaire de tous, moi, en premier, c'est notre affaire à nous, en tant que citoyens, qu'on soit patient, je dirais déjà patient au sens malade, ou pas, c'est-à-dire en bonne santé, mais avec ce souhait très largement partagé de maintenir, voire d'améliorer notre capital de santé. Donc pour moi, c'est ça le point de départ. Et en fait, on s'est vraiment mobilisé chez France Assureurs, puisque nous sommes des grands acteurs du système de santé, via nos complémentaires santé, qui couvrent quand même 96% de nos concitoyens. Et on s'est dit, mais face à une telle pandémie, face à de telles difficultés de notre système de santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai interagi avec pas moins de 50 personnalités du monde de la santé, publiques, privées, patients, représentants des patients, et puis tous les intervenants du monde de la santé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un point d'accord entre nous tous, public, privé, il ne faut absolument pas les opposer. C'est qu'on a 4 défis à relever ensemble, mais vraiment ensemble. Et ces défis, eh bien, on les a vus à travers ce que nous remontent nos clients, tous ceux qui ont des complémentaires santé, tout spécialement. C'est d'abord l'accès aux soins, c'est tout bête, mais c'est ça, en fait, quand vous interrogez les Français. C'est oui, mais attendez, moi, je voudrais bien me soigner ou faire de la prévention, mais j'ai pas de médecin traitant, moi, il n'y en a pas. Hein, et même Paris, Amélie Verdier le disait ce matin dans le Figaro, et je vais y revenir tout à l'heure, est un grand désert médical. Donc, l'accès aux soins. 2, et puis qui est très inégal en plus sur le territoire, financièrement, accès à l'innovation, etc. 2e défi, la fragmentation des parcours. C'est un vrai parcours du combattant, malheureusement, d'être patient. Et ça, c'est profondément anormal. Les gens attendent de la fluidité dans la prise en charge, de l'efficacité, de la qualité. Mais justement, si on écoutait un peu plus le patient ou celui qui n'est pas encore malade, mais qui veut protéger sa santé, eh bien, ça fait partie des critères qui mettraient en 1, je pensais, la fluidité. Et puis, 3e, le grand défi, eh bien, c'est notre espérance de vie en bonne santé, parce qu'on est bon sur l'espérance de vie tout court, mais on n'est pas bon, on est 9e en Europe, donc je crois qu'on va revenir. Et moi, je me félicite que, effectivement, le ministère de la Santé soit santé et prévention, parce qu'en tout cas, sur l'espérance de vie en bonne santé, 63 ans pour vous, messieurs, 64 ans pour nous, les femmes, vous voyez que si on se compare à des pays comme la Suède ou Israël ou autres dans le monde, on a une marge de progrès très importante. Et ça, c'est un super projet de société que de travailler ensemble à allonger notre espérance de vie en bonne santé. Et ça, c'est aussi bien pour les acteurs du public que du privé. Puis le dernier défi, c'est le défi financier. Mais pour moi, il vient au bout. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé financement, etc. Mais avant de parler de financement, il faut d'abord... Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les objectifs qu'on se fixe? Et pour moi, le premier objectif, ce serait effectivement d'allonger cette espérance de vie en bonne santé. Et pour illustrer la grande convergence que j'ai notée entre tous les acteurs, moi, je voudrais citer Amélie Verdier, donc, qui s'exprime ce matin dans le Figaro. C'est très, très fort. Qu'est-ce qu'elle dit? C'était le titre. Hein. Il y a un risque d'effondrement, comme le disait Lamine. Mais là, c'est la puissance publique qui le dit, parce que privé le dit depuis pas mal d'années, voire de décennies. Mais là, c'est le public. C'est vraiment... Et Amélie qui est préoccupée, qui tire la sonnette d'alarme. Donc sur l'urgence à trouver des solutions. Et ce qu'on peut se dire, c'est que, eh bien, elle a bien diagnostiqué le fait que c'est même plus tant un problème de rémunération, mais je cite ces mots, hein, c'est améliorer les conditions de travail,
c'est mieux organiser les équipes et c'est réduire la charge en soins. Et bien, sur tous les sujets d'organisation, peut-être que s'inspirer un petit peu de ce qui se fait tous les jours dans nos entreprises, et pas que les entreprises de santé d'ailleurs, le secteur privé peut être une source d'inspiration, peut contribuer. Alors pour ce qui est des assureurs, nous on a des gens qui sont les assisteurs, vous savez, c'est ces gens qui vous rapatrient de l'autre bout du monde quand vous êtes... je dirais, en mauvaise posture au plan de votre santé personnelle, ils savent se mouvoir dans tous les systèmes de santé au monde pour savoir où il faut vous faire soigner ou s'il faut aller jusqu'à vous rapatrier. Je crois que ces gens, ils seraient très très compétents pour contribuer à définir des nouveaux moyens de prise en charge plus efficaces et puis à résoudre, trouver des questions, des réponses très concrètes à cette énorme difficulté qui est devant nous et qui est tout simplement l'effondrement du château de cartes. D'ailleurs, on a été bien content de les trouver au moment de la crise Covid, quand il a fallu rapatrier les Français à l'étranger. Et pas seulement. Juste petite anecdote qui n'en est pas une, on a envoyé certains de nos malades Covid en réanimation à l'étranger, en Allemagne, etc. Et j'ai des cas concrets où en fait les familles qui savaient que leurs proches étaient dans un hôpital, mais au-delà de nos frontières, là, la sécurité sociale, elle ne répondait plus au téléphone, hein. Et en fait, ils ont appelé leur assisteur. Et c'est l'assisteur qui les a rapatriés, soit depuis Francfort ou des hôpitaux, soit tout simplement depuis Lyon, Bordeaux, etc. Donc, on voit bien, quand on a besoin de concret, d'efficacité, il y a des gens qui savent faire, et je pense que c'est bien qu'on soit tous ensemble pour trouver des solutions. Merci Florence Hutzmann. Gérard Raymond, pour France Asso Santé, on l'a dit, Raymond Lemoine l'a dit, vous avez tendu la perche. Les patients, il faut les écouter, il faut savoir, dans l'évaluation du système de soins, quelle place vous voulez, quelle place vous devez prendre dans le système de soins français. Bonjour et merci pour cette invitation. Je pense qu'effectivement, quand même, un acteur important dans le système de santé, ce sont les usagers de la santé, les patients, les malades, et c'est important de leur donner de temps en temps un petit peu la parole et de les écouter. Ils ont parfois quelques idées. Je voudrais dire la première des choses. Notre système de santé, certes, c'est des établissements, certes, c'est des règles, certes, c'est des chiffres, certes, etc., etc. Non, le système de santé, c'est avant tout des hommes et des femmes. On traite de l'humain, on ne traite pas de la machine. Et donc, il faut d'abord que notre système de santé soit humaniste, soit au plus près des gens, y compris d'ailleurs des professionnels de santé et des acteurs du système de santé. Et donc, quand on veut reformer effectivement l'attractivité des métiers du soin ou de la santé, il faut se pencher sur le sens qu'ont ces professionnels de santé-là, qui font certainement le plus beau métier du monde, vouloir donner de la santé et du bien vivre, de la qualité de vie aux gens. Donc ça, c'est la première des choses. Donc c'est d'abord de l'humain. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il n'y a qu'à reprendre votre dernière partie de votre sondage présenté tout à l'heure. Nos concitoyens veulent participer. Ma santé m'appartient. Elle est à moi, ma santé. J'en fais ce que je veux. Et je veux participer effectivement à l'offre de santé qu'on va me mettre auprès de chez moi. J'ai envie, moi, d'être un citoyen actif et acteur. Ma santé m'appartient. Et à partir du moment, et là, le Covid l'a parfaitement bien montré, que nous étions extrêmement sensibles à notre santé, à notre protection. Derrière ça, effectivement, le système de santé peut aussi nous intéresser, et nous souhaitons évidemment aussi y participer à l'organisation de l'offre de santé, de soins, sur un territoire donné. Et lorsque l'on nous parle effectivement alors ici peut-être ça va un peu crisper, mais que lorsque l'on parle de démocratie directe, de participation, etc., effectivement, je pense que sur les territoires donnés, dans mon quartier, sur mon lieu de vie, j'ai envie de participer à l'offre de soins qui répondent à mes attentes et à mes besoins. La mine ne veut pas d'états généraux. Moi, je veux le principe des états généraux. Je veux que ça fasse un remontant. Moi, je veux qu'on puisse se réunir dans mon quartier et qu'on réfléchisse à l'offre de soins. Et qu'on fasse un remontant petit à petit, effectivement, que ce soit dans les territoires, puis ensuite au niveau, effectivement, des régions et de remonter au niveau de Ségur. Donc, c'est comme cela que nous souhaitons participer
à la réorganisation de notre système de santé ou à la refondation de notre système de santé, toujours en gardant ces valeurs humanistes de solidarité, de répartition qui ont fondé notre système de soins, et donc d'y inclure la notion de santé. Pas simplement la notion de soins et la notion de santé. Et effectivement, on ne peut que se féliciter, mais on verra après les actes. On est trop vieux pour se laisser bercer par les mots, mais le titre de notre nouvelle ministre de la Santé, qui est Santé, plutôt soins et prévention, est assez intéressant. Nous verrons bien derrière ce qu'il y a, puis surtout nous verrons bien quelle sera la méthode, effectivement, pour aujourd'hui refonder ce système de santé fondé sur les attentes et les besoins des patients et en utilisant l'ensemble des moyens. Ce qui me semble aujourd'hui important, mais le constat, tout le monde le fait. Nous sommes tous d'accord pour se mettre autour d'une table et échanger, à chacun à notre niveau, sans s'invectiver entre public, privé et tout. Nous, vous savez, citoyens patients, nous, ce qu'on veut, c'est être soignés. Nous, ce qu'on veut, c'est une offre. Nous, ce qu'on veut, c'est une réponse à notre mal, à notre douleur, à notre inquiétude. C'est tout. Après, que la blouse soit blanche ou bleue, peu importe. Mais ce qu'on veut, c'est une réponse rapide. Donc on peut très bien se mettre autour d'une table et commencer à travailler effectivement sur ces offres et ces besoins. L'urgence aujourd'hui, c'est qu'effectivement nous sommes devant une catastrophe annoncée, et le Figaro l'écrit très bien, et que je pense que cet été, les 3 prochains mois seront cruciaux. Si on ne met pas en place véritablement la mise en œuvre de cette volonté de travailler ensemble et de refondre un petit peu notre système de santé, on risque d'avoir quand même quelques soucis. Et la confiance de nos concitoyens, réaffirmée encore dans le sondage, risque de s'effriter de plus en plus. Merci Gérard Raymond. Jean-Paul Segade, vous vouliez réagir ? Une information intéressante. Le CRAPS a été contacté par le département de la Mayenne pour travailler sur les états généraux de la santé en Mayenne. C'est une première qui a été faite. Et en ce sens, états généraux territorialisés qui repartent du terrain, non pas des grands états généraux, Place de la Concorde ou les grandes assemblées comme on a connu, ça sert à rien. Excusez-moi, je vais y rentrer, ça sert à rien. On est parti des états généraux. Ça demandait X réunions de travail, etc. Concrètement, les acteurs de santé s'en occupaient et on est parti du terrain. Faites confiance aux hommes de terrain, ils ont les solutions. Et on a réussi à faire parler, je vois sur le monde hospitalier que je connais un peu, le Château-Gontier, Laval et Mayenne, plus la clinique privée de Laval, pour avoir une stratégie départementale. Oui aux états généraux, mais territorialisés. Pas des états généraux grandes messes. Vous savez comme on a fait le 14 juillet 1790 pour fêter la prise de la Bastille. Ça sert à rien. Ok, merci. Florence Lutzmann, on en a parlé plusieurs fois depuis le début de la matinée sur la prévention, notamment sur l'intitulé qui a fait son apparition dans le titre de la nouvelle ministre. Pour vous, c'est un des défis à relever, ou du moins c'est un moyen pour relever les défis à venir en matière de santé, c'est la prévention. Comment les assureurs ou comment les complémentaires santé peuvent prendre leur part et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans ce déploiement de la prévention ? Alors d'abord, vous venez de le dire, nous sommes des complémentaires santé. On ne fait pas de l'assurance maladie, on fait de l'assurance santé. Donc ça veut dire que notre préoccupation vis-à-vis de 96% des concitoyens qui sont donc nos clients, c'est bien de les accompagner tout au long de la vie et y compris et majoritairement pendant toutes ces périodes où ils vont bien et où donc ils sont éligibles à des politiques de prévention. Alors prévention, on le fait déjà pas mal, en fait on ne s'en rend pas compte, mais je suis très sensible au sujet de dépendance, puisque j'ai dirigé le plan Alzheimer pendant 5 années. Dans les facteurs d'entrée en dépendance, qu'est-ce qu'on a ? La dénutrition, par exemple. Si vous vous soignez bien les dents pendant toute votre vie, vous allez éviter le dentier qui, en général, est totalement désajusté quand on vieillit, parce qu'on maigrit, et ce qui fait qu'on a de plus en plus de mal à s'alimenter. Or, si vous êtes dénutri, vous êtes beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible, vous rentrez beaucoup plus vite et beaucoup plus lourdement en dépendance. Je pourrais vous dire la même chose avec la vue, je pourrais vous dire la même chose avec l'ouïe. Parce que pour garder une vie sociale qui, elle aussi, est le garant, quelque part,
d'un frein à l'entrée en dépendance ou à l'aggravation de la dépendance, eh bien, vous voyez bien que ce sont les complémentaires santé qui financent tous ces dispositifs qui sont aussi des dispositifs de prévention. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Eh bien la prévention, et c'est Lamine qui évoquait tout à l'heure, des questions de data, de données. Parce que la prévention, oui, il y a les grands messages de prévention, manger les fruits et les légumes, même s'il y a une étude américaine pas très positive là-dessus qui est sortie récemment, mais enfin bon, on va continuer à manger des fruits et des légumes, ça c'est très bien. Mais la prévention efficace, c'est la prévention qui est personnalisée et qui fait appel à l'innovation. Et là, on retrouve la capacité des assureurs, parce que nous, si on veut, on peut échanger tous les jours avec nos clients. Encore faut-il qu'on ait accès aux données pour repérer qu'ils sont en train de s'inscrire dans un comportement, on va dire, qui laisse à penser que peut-être aurait-il besoin de travailler tel ou tel axe de prévention. Ça suppose qu'on ait accès à des données. Et puis surtout, l'innovation, nous, on est au cœur, parce que nous sommes les grands investisseurs avec votre argent, avec l'argent de vos contrats d'assurance vie. On investit rien que dans un programme identifié. En 2020, on a décidé d'investir 800 millions d'euros dans la santé. Nous sommes à l'affût, à la fois en tant qu'investisseur, parce que votre argent, il faut qu'il soit placé de façon rentable, parce que c'est votre épargne. Et utile. Et donc, nous finançons énormément l'innovation, et quand nous détectons des innovations, nous les incorporons dans les garanties de nos contrats de complémentaire santé. Donc, vous voyez, on est des passeurs d'innovation, et ce que disait Lamine tout à l'heure, nous, on est là, les financeurs. Moi-même, en tant que fédération, j'ai investi modestement, mais dans un incubateur de France Biotech, pour trouver et développer des solutions digitales en santé mentale. Donc, nous sommes là, nous sommes dans le dispositif. On a quelques pièces du puzzle, dans ce grand puzzle, pour redessiner et imaginer le nouveau système de santé qui va répondre aux besoins de nos concitoyens et en particulier des patients. Merci Florence Haussmann. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Le temps passe très très vite. Gérard Raymond, pour rebondir sur ce que disait Florence, vous demandez à ce que les patients, justement, avec la data, deviennent acteurs de leur propre santé. Et toutes ces innovations technologiques numériques vont aider. Oui, bien sûr, je ne vais pas sortir tous les outils que j'ai dans la poche et sur le corps et dans le corps et sur le corps. Donc effectivement, et particulièrement les patients chroniques aujourd'hui ont des outils de suivi, d'accompagnement qui leur permettent effectivement de bien vivre, mais aussi de rentrer en relation avec leur équipe de professionnels de santé sans avoir à se déplacer. Je pense qu'il faut développer ces plateformes d'accompagnement en permanence. C'est des nouveaux métiers, c'est des nouvelles formes de travail. Derrière ça, c'est aussi des nouvelles formes de rémunération, mais effectivement, mais c'est aussi créer du lien et rapprocher les soignants et les soignés, particulièrement, effectivement, quand on est atteint de pathologie chronique. Il y a aussi ce que vous dites de la prévention. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on peut très bien accompagner les personnes qui ne sont pas malades, mais qui ont un facteur de risque important, et les accompagner effectivement à conserver leur capital santé le plus longtemps possible. Ça peut être effectivement un rôle et une mission essentielle des complémentaires santé et des assureurs, mais pour nous aussi, il faut quand même penser aux populations défavorisées, à haut risque effectivement, loin du système de santé. Là aussi, je pense que si la ministre a aussi ce volet prévention, nous lui indiquerons qu'effectivement les populations défavorisées ont aussi besoin d'une mission d'action au plus près de leur vie sur la prévention. Donc les données aujourd'hui sont devenues un outil indispensable pour pouvoir se soigner soi-même, pour moi, pour pouvoir échanger avec mes professionnels de santé. D'ailleurs, dans le cadre de mon espace santé, c'est moi qui ai le coffre, qui ai les données de santé, et j'autorise X, Y ou Z à avoir tout ou partie des données de santé. Tant pis, on prendra sur l'autre table ronde, mais rappelez-vous qu'il y a 20 ans, pour le vote de la loi du 4 mars 2002, dite des droits des patients, le point d'échauffement était que les médecins ne voulaient pas donner les informations, le dossier aux patients. Aujourd'hui, on a fait du chemin. On a fait un peu de chemin. C'est le patient qui va donner ou pas les informations aux médecins ou aux professionnels de santé.
Ouais, quand même, en même temps, on a un peu retourné la. Pour conclure, Gérard. Donc, effectivement, ces données de santé sont devenues indispensables pour moi, mais aussi, effectivement, pour pouvoir faire de la recherche, pouvoir les utiliser d'une façon sécurisée, anonymisée, transparente, effectivement, pour pouvoir améliorer notre système de soins, particulièrement dans des registres et dans les observatoires de la santé sur les territoires qui nous permettent de développer ce qu'on disait, la prévention et l'offre de soins sur les territoires. Merci Gérard Raymond. Et on va conclure cette table ronde, cette première table ronde de la matinée avec Raymond Lemoine depuis les Hospices de Lyon. On parlait de territorialisation et notamment différenciation des politiques de santé dans les territoires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Raymond? Et selon vous, comment il faut différentialiser ces politiques de santé de manière territoriale? Problème de son. La connexion se fait difficile. Voilà. Ah, c'est vous. Il faut que vous mettiez votre son, Raymond. Pardon. Voilà. Vous avez 3 minutes. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Voilà. Comment on peut accélérer et quels pourraient être les leviers qui pourraient favoriser une sorte de santé pour tous et des nouvelles façons de faire? Donc, selon moi, l'actualité peut nous amener à accélérer ce que l'on souhaiterait faire tous ensemble, et non pas chacun dans son silo, avec trois opportunités. La première opportunité, notre pays, on peut le regretter, mais c'est ainsi, et il y a eu de très bons résultats, arrive à se mobiliser lorsqu'il lance de très grands plans de santé publique. Quoi qu'on dise, le plan cancer et ses développements sont une réussite dans notre pays. Le plan Alzheimer, et c'est pas Florence Lutzmann qui pourra nous en dire l'inverse, a constitué un moment important dans la mobilisation de notre institution, de notre pays autour de la prise en charge des personnes âgées. Le président de la République, il a annoncé qu'il fallait investir sur des grands plans de détection et de prévention sur la santé mentale et l'infertilité, sur la détection précoce des écarts de développement pour les enfants. Vous avez là 3 motifs principaux pour essayer de repenser notre système de santé et pour faire à partir d'une grande mobilisation nationale comment on fait la santé autour de l'affaire de tous. Le deuxième point, il y a un programme, dans le programme présidentiel, il y a une autre chose qui est assez bluffante, très intéressante, c'est l'idée qu'il faut proposer à nos concitoyens un bilan de santé complet et gratuit aux âges clés de la vie, 25, 45, 60 ans. C'est une proposition qui n'est pas une proposition techno, c'est une proposition où il faut qu'on s'interroge sur la façon dont on organise cette offre, comment faire en sorte que cette offre, elle ne favorise pas uniquement les favorisés, c'est-à-dire ceux qui ont l'information, et ceux à la limite pour lesquels il n'y a pas de problème d'accès au système de santé. Donc comment on s'organise tous ensemble, représentants des patients, représentants des professionnels de santé, organismes de prise en charge, sur les territoires, pour organiser ces bilans de santé complets et qui ont du sens et qui créent de la valeur sur les âges clés de la vie, 25, 45 et 60 ans. Et c'est l'une des plus belles promesses d'amélioration de notre système de santé. Et la troisième façon d'avancer, c'est les territoires. On est à peu près tous maintenant d'accord pour considérer que nos territoires ne réagissent pas de la même façon à un énoncé, à un objectif ou à une façon de travailler. En Mayenne, on ne travaille pas de la même façon qu'à Lyon. Il me semble que et on ne peut pas se permettre de gérer 90, 100 expérimentations parce qu'on ne sait pas le faire. Peut-être qu'on pourrait commencer par dire, au-delà de ce que l'on peut commencer à faire au titre de la régionalisation, mais on prend des territoires qui sont caractérisés par des indicateurs de morbidité et de mortalité totalement anormaux parce que significativement en retard ou dégradés par rapport à ce que l'on observe sur la métropole. Et on considère que dans ces territoires-là, il y a une expérimentation et on donne la possibilité à des acteurs de travailler autrement que ce que l'on fait actuellement. C'est-à-dire qu'on désigne un chef de file, on désigne 2 ou 3 chefs de file et on dit à ce chef de file, c'est à vous d'animer une meilleure façon de travailler pour faire en sorte, avec évidemment des soutiens financiers, améliorer les indicateurs de morbidité et de mortalité. C'est la meilleure façon de répondre à la question de départ, comment on peut faire en sorte que la santé soit l'affaire de tous. Voilà. Merci Raymond Lemoine. Vous venez de conclure cette première table ronde. Merci Florence Lutzmann, merci Gérard Raymond, merci Jean-Paul Ségade pour votre participation à cette première table ronde. Merci à tous. Petite pause.